Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui va vous laisser bouche bée. Trump était complètement stupéfait par ce qui s'est passé, un juge a été arrêté et maintenant il vole pour résoudre la situation de manière très dangereuse. Cette histoire fait parler dans le monde entier et vous n'allez pas croire les détails. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle importante comme celle-ci. Passons aux faits qui choquent tout le monde. En février 2025, le monde a tourné son regard vers Milwaukee, dans le Wisconsin. Une juge d'État, Anna Dugan, s'est retrouvée au cœur d'une tempête politique. Le département de la justice du président Donald Trump, actuellement à la tête des États-Unis, l'a accusée d'obstruction à la justice. L'arrestation de Dugan a choqué le pays, et l'affaire a rapidement pris une ampleur considérable. Trump, dans son second mandat, semblait envoyer un message clair: personne n'est au-dessus de la loi, surtout ceux qui défient ses politiques. Tout a commencé le 18 février, lorsque des agents fédéraux sont arrivés au tribunal de Dugan. Ils voulaient arrêter Eduardo Flor Ruiz, un immigrant mexicain accusé de violences domestiques. Dugan, informé de leur présence, les a confrontés. Selon le DOJ, elle a exigé un mandat judiciaire, que les agents n'avaient pas, seulement un mandat administratif. La juge aurait alors conduit Flor Ruiz et son avocat par une sortie privée, la porte du jury. Pour les procureurs, c'était une tentative d'aider l'immigrant à s'échapper. Flor Ruiz a été arrêtée après une poursuite à pied, mais l'attention s'est tournée vers Dugan. L'arrestation de la juge, le 25 février, n'était pas seulement un événement judiciaire. C'était un spectacle. Le directeur du FBI, Kash Patel, nommé par Trump, a publié une photo de Dugan menottée sur les réseaux sociaux, ce que beaucoup ont considéré comme une violation des règles du FBI. L'image a fait le tour du monde, alimentant des débats passionnés. Pour les partisans de Trump, c'était la preuve que le gouvernement combattait l'impunité. Pour les critiques, c'était une attaque directe contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Des semaines plus tôt, en janvier, des rumeurs circulaient selon lesquelles le DOJ enquêtait sur des juges d'État. L'administration Trump, avec sa politique de déportation massive, promettait de punir quiconque entravait les agents d'immigration. Dugan, connu pour sa fermeté et son équité, est devenu une cible facile. Ce que personne n'attendait, c'était la rapidité avec laquelle l'affaire a escaladé. C'était comme si le temps s'était plié, comme si des mois de tension avaient été compressés en jours. Sous le gouvernement Trump, l'espace-temps semblait déformé, avec des événements chaotiques surgissant sans prévenir, comme dans un régime où les règles normales ne s'appliquent pas. Alors que Dugan faisait face à des accusations qui pourraient la conduire à 6 ans de prison, le pays se divisait. Des politiciens démocrates, comme le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, ont qualifié l'arrestation d'attaque contre la démocratie. Des républicains, comme le congressiste Glenn Grotman, ont exigé la démission de la juge, la traitant d'activiste libérale. Au milieu de tout cela, Trump restait silencieux, mais son influence était indéniable. Le DOJ, dirigé par la procureure générale Pam Bondi, semblait agir comme une extension de sa volonté. Pour mieux comprendre les enjeux, l'analyste juridique Harry Litman, connu pour ses analyses précises, se préparait à décortiquer l'affaire. Que s'était-il vraiment passé dans ce tribunal ? Dugan était-elle une héroïne défendant la justice ou une juge qui avait franchi la ligne ? Les réponses viendraient, mais une chose était certaine, l'affaire du Wisconsin n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le matin du 18 février 2025, le tribunal d'État de Milwaukee fonctionnait comme à l'accoutumée. La juge Anna Dugan, portant sa robe noire, présidait une session chargée. Son agenda était rempli de cas criminels d'État, vols, agressions, violations de probation. C'était une journée ordinaire, avec des avocats organisant leurs dossiers, des accusés attendant leur jugement et le murmure constant du public. Dugan, respecté pour son efficacité, appliquait les lois du Wisconsin avec précision, maintenant l'ordre dans le tribunal. Personne n'imaginait que, en quelques heures, cet environnement routinier deviendrait le théâtre d'un affrontement historique. Vers 10h30, 2 agents fédéraux du service de l'immigration et des douanes sont entrés dans le tribunal. Ils n'étaient pas là pour observer. Leur cible était Eduardo Flor Ruiz, accusé dans une affaire de violence domestique.
Flor Ruiz, un immigrant mexicain de 32 ans, était assis à côté de son avocat, attendant son audience. Dugan, concentré sur un autre cas, n'a pas remarqué l'arrivée des agents jusqu'à ce qu'un employé du tribunal l'alerte. Les agents, sans prévenir, voulaient emmener Flor Ruiz immédiatement, invoquant une ordonnance de déportation. Le problème ? L'intervention a eu lieu en plein milieu de la procédure judiciaire. Dugan exerçait sa juridiction d'État, appliquant les lois du Wisconsin. L'action fédérale, au lieu de se produire avant ou après l'audience, a perturbé le fonctionnement du tribunal. Les agents n'ont présenté qu'un mandat administratif, pas un mandat judiciaire. Pour Dugan, cela violait les protocoles. Les tribunaux d'État ont leur autonomie, et les interventions fédérales, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent suivre des règles claires de coopération. Mais ce jour-là, il n'y a eu aucune coordination. La juge a suspendu la session et a confronté les agents. « Avez-vous un mandat judiciaire ?» a-t-elle demandé d'une voix ferme. Les agents, visiblement mal préparés, ont insisté sur le fait que le document du ICE suffisait. Dugan n'était pas d'accord. Elle savait que la loi d'État protégeait le fonctionnement du tribunal contre les interruptions soudaines. Elle a alors pris une décision audacieuse, elle a demandé à Flor Ruiz et à son avocat de la suivre dans une salle privée, par la porte du jury. Son intention était de clarifier la situation loin du chaos. Mais les agents ont interprété cela comme une tentative de fuite. L'absence de coordination était flagrante. Des experts, comme la professeure de droit Erin Barbato de l'Université du Wisconsin, ont critiqué l'action du ICE. Les interventions fédérales dans les tribunaux d'État nécessitent un dialogue préalable, a-t-elle déclaré dans une interview. Agir en pleine audience, sans avertissement, est irrespectueux et dangereux. Le ICE, sous l'administration Trump, semblait ignorer ces normes. L'opération a non seulement déstabilisé le tribunal, mais a aussi semé la panique parmi les personnes présentes, qui craignaient une escalade. Alors que Dugan tentait de préserver l'ordre, les agents ont appelé des renforts. Flor Ruiz a été arrêtée à l'extérieur du tribunal, après une brève poursuite. Mais l'attention s'est rapidement portée sur la juge. Le DOJ, dirigé par Pam Bondi, voyait l'attitude de Dugan comme un défi direct à l'autorité fédérale. En coulisses, le président Trump, récemment investi pour son second mandat, suivait l'affaire de près. Ce qui semblait être un incident isolé était sur le point de devenir le symbole d'une bataille bien plus grande, le contrôle du pouvoir judiciaire dans un pays de plus en plus divisé. Le 18 février 2025, le tribunal de Milwaukee aurait dû suivre un scénario bien établi pour les arrestations impliquant des agences fédérales. Le protocole standard était clair. Le service de l'immigration et des douanes devait contacter les services judiciaires du tribunal d'État à l'avance. Cette coordination garantirait que l'arrestation d'Eduardo Flor Ruiz, un accusé sous ordre de déportation, se fasse sans perturber le fonctionnement du tribunal. Mais ce matin-là, rien n'a suivi le scénario prévu. Le système en place exigeait une communication directe entre le ICE et le tribunal. Le processus était simple. Les agents enverraient un message formel, informant de leur intention d'arrêter un accusé. Ensuite, ils conviendraient d'un horaire, généralement avant ou après les audiences, pour éviter les interruptions. La notification préalable était essentielle pour maintenir l'ordre et respecter la juridiction d'État. Dans le Wisconsin, cette procédure était utilisée depuis des années avec succès. Des juges comme Anna Dugan étaient habitués à collaborer, à condition que les règles soient respectées. Cependant, les agents du ICE ont complètement ignoré ce protocole. Au lieu de coordonner, ils sont entrés dans le tribunal en pleine session, vers 10h30, exigeant d'emmener Flor Ruiz immédiatement. Il n'y avait aucun message préalable, aucun contact avec les services judiciaires. Ils ont présenté un simple mandat administratif, que Dugan, à juste titre, a jugé insuffisant pour une arrestation dans son tribunal. L'attitude des agents a pris tout le monde au dépourvu, créant instantanément une atmosphère de tension. Beaucoup ont commencé à suspecter que l'action était délibérément provocatrice. Des analystes, comme l'avocat des droits civils Mark Flesney, ont suggéré que le ICE, sous les ordres de l'administration Trump, voulait provoquer un affrontement. Ils auraient pu attendre la fin de l'audience ou contacter le tribunal avant, a-t-il déclaré dans une émission de radio locale.
Entrer sans prévenir, pendant une session, semble être une tentative de tester la juge. L'administration Trump, connue pour sa fermeté sur l'immigration, semblait envoyer un message: toute résistance serait punie. Le résultat de cette provocation était exactement ce que les critiques redoutaient. Lorsque Duggan a tenté de maintenir l'ordre, emmenant Flor Ruiz et son avocat dans une salle privée par la porte du jury, les agents ont interprété cela comme une obstruction. La situation a rapidement dégénéré. Flor Ruiz a été arrêtée après une poursuite, mais l'attention s'est tournée vers la juge. Une semaine plus tard, le 25 février, Duggan a été menotté et accusé d'obstruction à la justice, dans un processus mené par le DOJ de Pam Bondi. L'arrestation de Duggan n'était pas seulement la conséquence d'un incident mal planifié. Pour beaucoup, c'était la preuve que l'action du ICE avait un objectif plus large: intimider les juges d'État qui osaient défier l'autorité fédérale. Sur les réseaux sociaux, les partisans de Trump jubilaient, tandis que d'autres dénonçaient une attaque contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'affaire de Milwaukee devenait un symbole de division, et les questions se multipliaient. Duggan était-elle tombée dans un piège? Que cela signifiait-il pour les autres juges du pays? Les réponses étaient encore à venir, mais une chose était claire: la bataille ne faisait que commencer. Après l'arrestation de Hannah Duggan, le 25 février 2025, la bataille juridique a pris une nouvelle tournure. La juge, accusée d'obstruction à la justice, a vu son équipe de défense présenter une motion audacieuse: le classement de l'affaire en invoquant l'immunité judiciaire. Ce principe, qui protège les juges des poursuites pour des actions menées dans l'exercice de leurs fonctions, est devenu le cœur de la stratégie. Mais l'affaire, impliquant un affrontement entre autorités d'État et fédérales, a révélé une dispute complexe sur la juridiction, qui promettait d'ébranler le système juridique. La défense de Duggan a soutenu qu'elle avait agi dans le cadre de ses fonctions normales de juge d'État. Ce 18 février, lorsque les agents du ICE sont entrés dans son tribunal sans prévenir, Duggan présidait une audience. En contestant l'absence de mandat judiciaire et en emmenant Eduardo Flor Ruiz dans une salle privée, elle cherchait à protéger l'ordre du tribunal et à clarifier la situation. La juge exerçait son autorité pour maintenir le fonctionnement régulier du tribunal, a déclaré l'avocat de la défense, Michael Short, dans un communiqué. Pour eux, l'immunité judiciaire couvrait ces actions. Le département de la justice, sous la direction de Pam Bondi et aligné sur l'administration Trump, avait une vision opposée. Dans des documents judiciaires, les procureurs ont affirmé que Duggan avait commis un acte criminel intentionnel en facilitant la fuite de Flor Ruiz. Selon le DOJ, l'immunité judiciaire ne s'applique pas lorsqu'un juge agit hors de la loi. Personne, pas même une juge, n'est au-dessus de l'autorité fédérale, a déclaré un porte-parole du DOJ. La position du gouvernement Trump était claire: Duggan avait franchi une ligne, et l'immunité ne la protégerait pas. La dispute a mis en lumière un conflit plus large entre juridictions d'État et fédérales. Les tribunaux d'État, comme celui de Milwaukee, ont l'autonomie pour appliquer les lois du Wisconsin. Mais le ICE, soutenu par le gouvernement fédéral, opère sous des lois d'immigration qui entrent souvent en conflit avec les autorités locales. La défense de Duggan est allée plus loin, affirmant que les agents du ICE avaient créé un danger réel pour le fonctionnement du tribunal. L'entrée soudaine, sans coordination, a mis en péril la sécurité et l'autorité judiciaire, a déclaré Short, soulignant que l'action provocatrice des agents avait déclenché l'affrontement. La complexité de l'affaire a attiré l'attention des experts juridiques. La professeure de droit constitutionnel Rachel Barkow, de NYU, a souligné la difficulté de la question. L'immunité judiciaire n'est pas absolue, mais elle ne peut pas non plus être ignorée lorsqu'une juge agit pour protéger son tribunal, a-t-elle écrit dans un article. L'affaire exigeait une analyse détaillée: jusqu'où un juge peut-il résister à une intervention fédérale sans enfreindre la loi? Et que se passe-t-il lorsque le gouvernement fédéral semble agir pour provoquer? Alors que le tribunal fédéral du Wisconsin examinait la motion de classement, le pays était en attente. La décision pourrait redéfinir les limites de l'immunité judiciaire et des relations entre les États et le gouvernement fédéral. Pour Duggan, c'était une lutte pour sa carrière et sa réputation. Pour Trump et ses alliés, une opportunité d'affirmer leur contrôle. À mesure que l'affaire avançait, une question persistait: serait-ce le premier de nombreux conflits entre juges d'État et le régime fédéral?
La scène était prête pour un affrontement encore plus grand. À mesure que l'affaire de la juge Anna Dugan progressait, en mars 2025, le débat sur l'immunité judiciaire a pris une place centrale. Cette doctrine, qui protège les juges des poursuites pour les actions menées dans leurs fonctions officielles, a des racines profondes. Son origine remonte au droit anglais, avant même la Constitution des États-Unis, établie en 1787. Depuis lors, l'immunité judiciaire est devenue un pilier du système juridique, garantissant que les juges puissent décider sans craindre de représailles. Au tribunal fédéral du Wisconsin, ce principe allait être testé comme jamais auparavant. La force de l'immunité judiciaire réside dans son immuabilité. Même le Congrès ne peut la modifier, car elle est considérée comme essentielle à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Des tribunaux américains, comme dans l'arrêt Bradley v. Fisher de 1871, ont renforcé que les juges sont protégés lorsqu'ils agissent dans leur juridiction, même pour des décisions controversées. Pour la défense de Dugan, cela était crucial. Il soutenait que, en contestant les agents du ICE et en tentant de maintenir l'ordre dans son tribunal, Dugan exerçait des fonctions judiciaires normales, entièrement couvertes par l'immunité. Le département de la justice, aligné sur le gouvernement Trump, était en désaccord. Dans des documents présentés au tribunal, les procureurs ont affirmé que l'immunité ne s'applique qu'aux fonctions judiciaires typiques, comme rendre des jugements ou diriger des audiences. Pour eux, l'action de Dugan, qui aurait escorté Eduardo Flor Ruiz par la porte du jury pour éviter son arrestation, était un acte suspect et hors du champ de l'immunité. La juge a tenté d'entraver la loi fédérale, a soutenu le DOJ, estimant que de telles actions ne méritaient pas de protection. La défense a riposté avec un argument puissant, le principe de l'intention subjective. Selon la jurisprudence, comme dans l'arrêt Stimp v. Sparkman de 1978, l'intention d'un juge ne peut être remise en question lorsqu'il agit dans le cadre de son autorité. En d'autres termes, la motivation de Dugan, qu'elle ait voulu protéger le tribunal ou, comme le DOJ le suggérait, aider Flor Ruiz, était sans importance. Tant qu'elle exerçait une fonction officielle, l'immunité s'appliquait. Le tribunal ne peut spéculer sur ce que pensait la juge, a déclaré l'avocat Michael Short lors d'une audience. Cet argument a placé le DOJ dans une position difficile. Si l'intention de Dugan n'importait pas, comment prouver qu'elle avait agi hors de ses fonctions ? L'action d'emmener Flor Ruiz dans une salle privée s'est produite pendant une session judiciaire, dans son tribunal, sous son autorité. Pour les analystes juridiques, comme le professeur Lawrence Tribe de Harvard, l'affaire était un test classique de l'immunité. Si le tribunal accepte la thèse du DOJ, il ouvrira un précédent dangereux, a écrit Tribe, mettant en garde contre le risque que des juges soient punis pour des décisions impopulaires. Alors que le tribunal analysait la motion de classement, l'affaire de Dugan faisait des vagues. L'immunité judiciaire était-elle un bouclier absolu, ou y avait-il des limites sous le gouvernement Trump ? La décision pourrait modifier l'équilibre entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif, surtout dans un pays polarisé. Les rues de Milwaukee voyaient des manifestations, et le nom de Dugan résonnait dans les débats nationaux. Que adviendrait-il ensuite ? La réponse dépendait de la manière dont le tribunal interpréterait des siècles de tradition juridique dans un moment de crise. En avril 2025, l'affaire de la juge Anna Dugan est entrée dans une phase de débats factuels intenses. Au cœur de la dispute se trouvait une question simple mais explosive, Dugan a-t-elle vraiment escorté Eduardo Flor Ruiz pour éviter son arrestation ? Le département de la justice insistait sur le fait que oui. Un témoignage clé venait d'un député d'État présent au tribunal le 18 février, qui affirmait avoir vu la juge conduire Flor Ruiz et son avocat par la porte du jury. Elle cherchait clairement à le faire sortir, a déclaré le député dans un rapport officiel. La défense de Dugan racontait une histoire différente. Selon eux, la juge n'escortait personne. Elle tentait de gérer son tribunal au milieu du chaos causé par l'entrée soudaine des agents du ICE. Des témoins, y compris un employé du tribunal, ont soutenu cette version, affirmant que Dugan cherchait seulement une salle privée pour clarifier la situation. Elle protégeait l'ordre, pas entraver la justice, a déclaré l'avocat Michael Short. Cette contradiction entre les témoins promettait de compliquer l'affaire. L'incident a été replacé dans un contexte plus large. Pour la défense, Dugan était une juge essayant de maintenir le contrôle de son tribunal, envahi par une intervention fédérale non coordonnée.
Les agents du ICE, sans mandat judiciaire ni avertissement préalable, ont créé une agitation en exigeant l'arrestation de Flore Ruiz en pleine audience. Dugan elle-même, dans un moment de frustration, aurait dit aux agents « Vous envahissez mon jardin ». La métaphore capturait l'essence du conflit, le tribunal était le jardin de la juge, et elle voyait l'action fédérale comme une violation de son autorité. La définition de ce jardin, c'est-à-dire les limites de la juridiction de Dugan, est devenue la question centrale. En tant que juge d'État, elle avait le droit de contrôler le fonctionnement de son tribunal et d'appliquer les lois du Wisconsin. Mais jusqu'où allait cette autorité face à des agents fédéraux exécutant des lois sur l'immigration ? Le DOJ soutenait que la juridiction d'État ne pouvait empêcher une arrestation fédérale. La défense, en revanche, insistait sur le fait que Dugan avait agi dans son rôle en protégeant le tribunal d'une perturbation chaotique. Pendant ce temps, la motion de classement, basée sur l'immunité judiciaire, restait en attente. La défense demandait que l'affaire soit close sans examiner les faits, arguant que les actions de Dugan étaient protégées, quel que soit ce qui s'était passé. Le juge fédéral responsable, Thomas Walsh, a indiqué que la décision serait strictement juridique, sans entrer dans les disputes factuelles pour l'instant. Les analystes juridiques, comme la professeure Hélène Jaroszewski de l'Université Hofstra, prévoyaient que, si la motion était rejetée, l'affaire irait probablement en procès. Les faits sont trop controversés pour une résolution rapide, a-t-elle déclaré. Le pays suivait avec attention. L'image de Dugan comme une juge défendant son jardin contre le pouvoir fédéral résonnait auprès de ses partisans. Les alliés de Trump, eux, voyaient l'affaire comme une preuve d'une résistance inacceptable à la loi. Alors que le tribunal se préparait à statuer sur la motion, une question persistait, qui définirait les limites du jardin de Dugan ? La réponse façonnerait non seulement le destin de la juge, mais aussi l'équilibre entre État et fédération dans un moment de tension nationale. En mai 2025, l'affaire de la juge Anna Dugan est devenue plus qu'une dispute juridique. C'était un avertissement sur la transformation du système juridique américain. Des experts comme Harry Litman, qui a enseigné le droit à UCLA, et d'autres académiques ayant enseigné dans des universités comme Harvard et Yale, ont commencé à analyser l'affaire dans les salles de classe. Ils voyaient dans le conflit de Milwaukee une révolution constitutionnelle en cours. Sous le second mandat de Donald Trump, la Cour suprême, dominée par une majorité conservatrice, jouait un rôle central dans ce changement. Des décisions récentes testaient, dans certains cas, faisaient exploser des conceptions constitutionnelles autrefois considérées comme intouchables. Un exemple marquant était la décision de 2024 qui élargissait l'immunité présidentielle, éliminant la peur de répercussions légales pour les actes officiels. Cette immunité absolue a ouvert la voie à des actions gouvernementales qui, quelques années auparavant, auraient été inconcevables. Pour les académiques, l'affaire Dugan était un reflet de cette nouvelle réalité, le pouvoir judiciaire d'État face à un exécutif fédéral de plus en plus puissant. Des cas extrêmes, autrefois jugés absurdes, se normalisaient. Des rapports fiables mentionnaient l'existence de camps de détention dans des pays alliés, comme le Guatemala et le Panama, utilisés pour traiter les immigrants déportés des États-Unis. De plus, le gouvernement Trump intensifiait les déportations basées sur des accusations rétroactives, certaines liées à des manifestations de 2022. Un cas qui a choqué le pays était celui d'Abrao Garcia, un immigrant brésilien déporté en avril 2025. Garcia, résident légal aux États-Unis depuis 15 ans, a été accusé de conspiration pour avoir participé à une manifestation pacifique à Portland 3 ans plus tôt. Il a été envoyé au Brésil sans droit à une audience, un exemple de ce que Litman a appelé l'inconcevable devenu routine. Ces événements secouaient les salles de classe de droit. Les professeurs qui, comme Litman, avaient enseigné la Constitution comme un document d'équilibre des pouvoirs, faisaient face à des étudiants demandant « Comment cela est-il possible ?» La réponse résidait dans l'érosion des normes. La décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle, par exemple, incitait le DOJ à agir avec audace contre des juges comme Dugan. Si le président était protégé, pourquoi pas ses agents au sein du gouvernement ? Cette logique alimentait la pression sur le pouvoir judiciaire d'État, vu comme un obstacle aux politiques de Trump. Au tribunal fédéral du Wisconsin, la motion de Dugan pour le classement, basée sur l'immunité judiciaire, était toujours en attente. Les académiques suivaient de près, sachant que le résultat pourrait définir jusqu'où les juges d'État pourraient résister.
Pendant ce temps, l'affaire Garcia et les camps de détention suscitaient des manifestations dans des villes comme Chicago et New York. Les activistes avertissaient que la normalisation de mesures extrêmes menaçait non seulement les immigrants, mais quiconque défiait le gouvernement. L'impact éducatif était clair, le droit, tel qu'enseigné pendant des décennies, changeait. Les étudiants de droit étudiaient désormais un système où l'exécutif testait toutes les limites. L'affaire de Dugan, avec son mélange de juridiction, d'immunité et d'affrontement fédéral, était un cas d'étude parfait. Mais que se passerait-il si la motion était rejetée? Et comment le pays réagirait-il à davantage d'inconcevables? La nation attendait, tandis que le destin de Dugan et du système juridique restait en suspens. À mesure que l'affaire de Hannah Dugan progressait, en mai 2025, d'autres incidents ont révélé un modèle inquiétant d'autoritarisme sous le second mandat de Donald Trump. Un cas qui a attiré l'attention était celui de David Huerta, un leader syndical de Détroit. Le 10 avril, Huerta aurait été physiquement agressé par des agents fédéraux lors d'une manifestation ouvrière. Selon des témoignages, il a été arrêté sans explication claire, subissant des blessures visibles. L'action, selon les témoins, semblait destinée à intimider le mouvement syndical, qui critiquait les politiques économiques de Trump. Ce n'était pas un cas isolé. Un modèle émerge d'abus fédéraux commençait à se dessiner. Des juges d'État aux leaders communautaires, les figures qui défiaient le gouvernement faisaient face à des représailles. Des académiques constitutionnels, comme Pamela Karlan de l'Université de Stanford, mettaient en garde contre une érosion du système fédéraliste. Le fédéralisme suppose des souverains conjoints, les États et le gouvernement fédéral, travaillant en équilibre, a écrit Karlan. Mais ce que nous voyons est un exécutif fédéral agissant comme un souverain absolu, méprisant l'autonomie des États. Le gouvernement Trump justifiait ses actions par des revendications constantes d'immunité et de pouvoir policier. Dans l'affaire Huerta, le DOJ a soutenu que les agents avaient agi sous l'autorité fédérale pour maintenir l'ordre. Ce discours faisait écho à l'affaire Dugan, où le DOJ affirmait que la juge avait violé la loi en résistant aux agents du ICE. Dans les deux cas, le gouvernement invoquait la décision de la Cour suprême de 2024, qui garantissait l'immunité présidentielle pour les actes officiels, comme un bouclier pour ces opérations. Si le président était immunisé, pourquoi pas ses agents? Pendant ce temps, les États ont commencé à résister. En Californie, le gouverneur Gavin Newsom est devenu une voix proéminente dans la défense de la souveraineté des États. Dans un discours le 20 avril, Newsom a déclaré « Nous ne permettrons pas au gouvernement fédéral de piétiner nos tribunaux et nos communautés ». Il a annoncé des mesures pour protéger les juges et les activistes locaux des interventions fédérales, y compris un soutien juridique pour des cas comme celui de Dugan. La résistance de la Californie inspirait d'autres États, comme New York et l'Oregon, à remettre en question l'autorité fédérale. Au tribunal du Wisconsin, la défense de Dugan utilisait un argument provocateur. Si le président bénéficiait d'une immunité absolue, pourquoi pas une juge d'État? L'immunité judiciaire de Dugan est aussi fondamentale que l'immunité présidentielle, a affirmé l'avocat Michael Short. Il soulignait que, en gérant son tribunal, Dugan exerçait sa souveraineté en tant que juge, tout comme Trump exerçait la sienne en tant que président. Cette comparaison des immunités secouait le débat juridique, défiant le DOJ de justifier pourquoi une protection valait plus que l'autre. Le système fédéraliste, conçu pour équilibrer les pouvoirs, était sous pression. Des cas comme ceux de Huerta et Dugan exposaient une lutte plus large. Jusqu'où le gouvernement fédéral pouvait-il aller sans détruire l'autonomie des États? Alors que le juge fédéral Thomas Walsh examinait la motion de classement de Dugan, le pays observait. L'immunité judiciaire suffirait-elle à la protéger? Et qu'est-ce que cela signifierait pour les autres confrontés au poids de l'autoritarisme fédéral? Les réponses étaient proches, mais l'atmosphère de tension ne faisait que croître, avec les États et les citoyens se préparant à de nouveaux affrontements. En juin 2025, l'affaire de la juge Hannah Dugan est devenue le symbole d'une guerre plus vaste, l'affrontement entre les souverainetés des États et du gouvernement fédéral. Les cas impliquant des immigrants, comme celui d'Eduardo Flores Ruiz, mettaient en lumière l'interférence fédérale dans les questions migratoires. Le service de l'immigration et des douanes, sous le gouvernement Trump, intensifiait ses opérations dans les tribunaux d'État, où les détecteurs de métaux et la sécurité facilitaient les arrestations.
Cette tactique, utilisée dans le tribunal de Dugan, était perçue comme une exploitation stratégique des espaces d'État pour imposer la volonté fédérale. Les conflits entre pouvoirs se multipliaient. Outre le Wisconsin, des États comme la Californie, l'Oregon et le Massachusetts signalaient des incidents similaires, avec des agents fédéraux interrompant des audiences ou arrêtant des individus sans coordination avec les autorités locales. Ces épisodes formaient une nouvelle catégorie de cas, centrés sur des disputes fondamentales entre les États et le gouvernement fédéral. Nous assistons à une crise du fédéralisme, a averti le professeur de droit Akhil Amar de l'université de Yale. L'équilibre entre les souverains est en jeu historiquement, la doctrine conservatrice, défendue par des juristes comme Antonin Scalia au cours des 2 à 3 dernières décennies, soutenait l'idée des États comme souverains égaux. Des décisions comme Prince v United States en 1997 ont renforcé que le gouvernement fédéral ne peut pas simplement forcer les États à se plier à ses ordres. Cette vision, adoptée par beaucoup à la Cour suprême actuelle, semblait en contradiction avec les actions du gouvernement Trump, qui traitait les tribunaux d'État comme subordonnés. La contradiction intriguait les analystes. Comment un gouvernement conservateur pouvait-il ignorer une doctrine défendue par ses alliés judiciaires ? Les États commençaient à résister en s'appuyant sur leur propre souveraineté. La Californie, dirigée par le gouverneur Gavin Newsom, a adopté des lois pour limiter l'action du ICE dans les tribunaux d'État. L'Oregon et Washington ont suivi, instaurant des protocoles exigeant des mandats judiciaires pour toute arrestation dans leurs tribunaux. « Nous sommes souverains, pas subordonnés », a déclaré Newsom dans un discours. Cette résistance des États faisait écho à la doctrine conservatrice, mais était désormais utilisée contre un gouvernement fédéral conservateur, révélant des tensions idéologiques. Des critiques, comme l'avocate des droits civils Vanita Gupta, remettaient en question les cadres conservateurs. Ces doctrines de souveraineté des États sont des outils qui peuvent être manipulés, a-t-elle déclaré. Dans de mauvaises mains, elles deviennent des excuses de sociopathes pour justifier des abus. Elle comparait l'attitude du gouvernement fédéral à celle d'un enfant inventant des prétextes pour ses parents. Ils disent que nous sommes protégés par la loi tout en ignorant les règles qu'ils devraient suivre. La métaphore résonnait, capturant la perception que le DOJ utilisait des arguments juridiques de manière opportuniste. Au tribunal du Wisconsin, la défense de Dugan insistait sur le fait qu'en tant que juge d'État, elle exerçait sa souveraineté dans son tribunal, un jardin que le ICE ne pouvait envahir. Le juge fédéral Thomas Walsh faisait face à un dilemme, reconnaître la souveraineté d'État de Dugan ou soutenir l'autorité fédérale. La décision pourrait encourager d'autres États à résister ou renforcer le contrôle de Trump. Pendant ce temps, les manifestations s'amplifiaient, avec des pancartes à Milwaukee proclamant « Souveraineté, pas soumission ». Le conflit des souverainetés ne faisait que commencer, et le pays attendait de voir si les États pourraient tenir les rênes de leur autonomie face à un gouvernement déterminé à dominer. En juin 2025, l'affaire de la juge Anna Dugan a révélé des contradictions idéologiques profondes dans le gouvernement Trump. La doctrine conservatrice, qui défendait historiquement les droits des États, entrait en conflit avec un exécutif uniciaire cherchant un contrôle total. Le constructionnisme strict et l'originalisme, piliers de la pensée juridique conservatrice, étaient appliqués de manière sélective. Par exemple, dans l'interprétation de la deuxième amendement, l'expression milice bien réglementée était ignorée, avec un accent mis uniquement sur le droit individuel, comme si une virgule effaçait le contexte. Cette commodité révélait une crise des principes. Donald Trump, dans son second mandat, était comparé à Mussolini par des analystes comme Harry Litman. Un dictateur pur, sans filtre, a écrit Litman sur son Substack, Talking Fed. Le gouvernement abandonnait les cadres traditionnels, agissant comme si les règles constitutionnelles étaient sans importance. Cela ne fait aucune différence, semblait être la mentalité du département de la justice, qui traitait le gouvernement fédéral comme le grand méchant contre lequel les États devaient résister. La question centrale émergeait, qui a le dernier mot dans un système fédéraliste ? Le gouvernement justifiait ses actions par un thème récurrent d'urgence. Les déportations massives, les interventions dans les tribunaux d'État et même les rumeurs de camps de détention à l'étranger étaient présentées comme des nécessités pressantes. Des affaires futures promettaient d'intensifier le débat, y compris la possible invocation de l'Alien Enemy Act, les disputes sur l'immunité des États, l'utilisation de la garde nationale sous le titre 10, et même le redouté Insurrection Act.
Ces scénarios testeraient si la Cour suprême, historiquement favorable à la souveraineté des États, maintiendrait sa position. Le risque autoritaire était évident, un président contrôlant tout mènerait à une société dictatoriale. L'évolution historique, de Clinton à Bush, Obama et maintenant Trump, montrait un exécutif de plus en plus audacieux. Les comparaisons internationales avec Poutine et Kim Jong-un semblaient alarmantes, mais gagnaient en pertinence. Des scénarios extrêmes, comme la suppression des élections de mi-mandat ou une dictature à vie, ne semblaient plus impossibles. La Constitution n'est qu'un morceau de papier si elle n'est pas défendue, a averti la professeure de droit Kimberly Welle. Au tribunal du Wisconsin, la motion de Duggan pour le classement attendait une décision. Sa lutte symbolisait la résistance d'États comme la Californie et l'Oregon, qui promettaient de combattre l'autoritarisme. À Los Angeles, les activistes déclaraient « Nous restons et nous luttons ». La bataille de Duggan résonnait sur des plateformes comme Talking Fed, avec Litman promouvant des analyses sur son Substack, YouTube et podcast. Un autre canal, Midas plus Substack, amplifiait également le débat, appelant à une action citoyenne. La véritable question était la valeur de la Constitution face au pouvoir dictatorial. L'affaire Duggan, ainsi que des incidents comme celui de David Huerta, montraient un gouvernement testant les limites démocratiques. La Cour suprême faisait face à un test crucial, soutenir la souveraineté des États ou céder à l'exécutif. Alors que le pays attendait, l'ombre d'un avenir autoritaire planait. Était-il possible de résister, ou le contrôle total de Trump deviendrait-il réalité ? La réponse dépendait des juges, des États et des citoyens déterminés à défendre la démocratie, mais le chemin à venir semblait plus incertain que jamais. Et alors tout le monde, quelle histoire folle, n'est-ce pas ? Qui aurait pu imaginer que Trump serait si stupéfait par toute cette situation du juge arrêté qui vole pour attaquer ? Vraiment une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Maintenant je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Écrivez dans les commentaires ci-dessous votre opinion. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, commentez et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle importante comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo nous aurons plus de nouvelles qui vont vous impressionner. Bonne journée et à bientôt.